Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de Goulet. On est vendredi, c'est donc le jour de Time Out. Eh oui, bye bye l'équipe basket, bienvenue à Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Aujourd'hui, on va profiter de notre premier temps mort ensemble pour voyager et faire un tour de France, celui des salles du championnat. Pourquoi cet intérêt soudain, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que dans une interview récente sur le site de la Ligue nationale, son patron Alain Béral a évoqué plusieurs projets de salles un peu partout sur le territoire. Tiens. Pendant longtemps, la France a été à la traîne en termes d'équipements sportifs. On s'en est d'ailleurs chez nous suffisamment plein. Mais la France commence doucement à rattraper son retard. C'est d'ailleurs davantage perceptible en région qu'à Paris. On y reviendra. Bref, l'occasion est belle de faire le point sur les nouveaux projets. Dijon, Reims, les projets pharaoniques, Lyon, Strasbourg, les projets Serpent de Mer, Gravelines, Orléans, mais aussi les dernières arénas nées, Bourg-en-Bresse par exemple, et les projets de rénovation menés comme à Nanterre. Au-delà de ce panorama, qui ne compte plus vraiment de salles obsolètes, il y a aussi une question d'image, notamment télévisuelle. Qu'est-ce qu'on voit à la télé ? Est-ce que ça vous donne envie ou pas d'aller dans nos salles ? L'idée est d'évoquer aussi ce qu'on nomme aujourd'hui de manière très romantique l'expérience spectateur. Pour évoquer tout cela, il fallait bien 3 reporters chevronnés au cuir tanné par des années de présence assidue dans les salles de Jeep Elite qui en connaissent les moindres recoins et les moindres détails. Oui, je me tourne vers vous, Liliane Trévisan. Bonjour Lily. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et venez avec nous, le voyage vaut le déplacement. Arnaud Lecomte, hello Nono, toi aussi t'as fait ta valise ? Moi je suis toujours prêt moi. Et Yann Onona, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Sachez tous les 3 que vous n'échapperez pas en fin d'émission à un très attendu top 3 et flop 3 de vos salles françaises. Allez, on prend une grande inspiration. Arnaud aussi. 3, 2, 1, début du game. Je te sens d'humeur joueuse, Arnaud. Du coup, c'est toi qui vas t'y coller le premier. Et notamment sur ce qui nous excite un petit peu, faut bien le dire, c'est les fameux projets, mais oui, me regarde pas comme ça, les fameux projets pharaoniques. Le terme est peut-être un petit peu exagéré. Et quand on se penche à Strasbourg, à Lyon, voire même à Paris avec la perspective olympique, on voit émerger des choses intéressantes, non ? Des très grandes arénas, plus de 10 000 places, a priori qui ne seront pas financées uniquement par du public, ce qui change de ce qu'on a pu connaître par le passé. On est en train d'assister à une évolution ou à une révolution pour le basket français ? Une révolution certainement, compte tenu du retard historique que la France, au-delà du basket, la France a pris dans les équipements indoor, à savoir donc les grandes salles. Il y a eu un plan qui était un peu mort dans l'œuf il y a quelques années, 2012 de mémoire, un plan qui devait un petit peu réveiller, secouer le pays en termes d'infrastructure. Un rapport avait été demandé d'ailleurs à Daniel Costantini, le grand Manitou du réveil du handball français, et qui, ce plan n'a jamais été vraiment considéré ni évidemment appliqué, mais en revanche, en effet, il y a une prise de conscience depuis quelques années, et pour le coup, les 3 principales villes du basket français, qui sont Lyon, Strasbourg et Paris, les 3 principales grandes villes, on va dire, à l'échelle nationale, oui, en termes de taille, les 3 plus grandes villes du basket français, voilà, ont effectivement lancé la construction de grandes salles, alors pas toutes de 10 000, mais des salles de capacité quand même supérieure à celles qu'elles occupent actuellement. Pour poser la question autrement, Liliane, le Rhenus à Strasbourg aujourd'hui à peu près 6 000 places, l'Astrobal à Villeurbanne autour de 4 500. Elles sont plus adaptées au niveau, ces 2 salles-là par exemple, puisque c'est les exemples dont on parle et c'est les projets qui sont en cours. Alors, si on parle de modernité d'une salle, c'est-à-dire ses capacités de structure, d'accueil, de réception pour les VIP, les partenaires, de parking, etc. Oui, elles sont certainement clairement plus très adaptées à ce qu'il est attendu aujourd'hui d'une arène de haut niveau. Après, on aura l'occasion d'y revenir, c'est bien de vouloir construire une salle de 8000 places, encore faut-il être sûr de pouvoir la remplir et ensuite de pouvoir la faire vivre et d'avoir un taux de remplissage satisfaisant. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais bon, effectivement, visiblement, les dirigeants de clubs français se sont tous rendus à ce constat, ce qui explique les projets à Villeurbanne, à Strasbourg. Strasbourg a pourtant une salle de 6000 places, il n'y en a pas beaucoup en Jeep Elite, on en a 4. On a le Rhenus, on a Antares au Mans, on a le Palais des Sports de Nancy qui n'est plus en Jeep Elite mais qui va bientôt y revenir. On a la Kind Arena de Rouen
Voilà, on n'a que 4 salles. Il y a Pau également aussi. Et il y a Pau et le Palais des Sports de Pau, oui, donc 5, pardon. Et pardon les Palois. Et donc du coup, effectivement, Strasbourg aurait pu se cantonner à cette jauge qui est quand même après satisfaisante pour la Jeep Elite, mais bon voilà, ils vont passer à la vitesse supérieure. Le projet strasbourgeois est un peu différent, un petit peu, je pense, enfin, Arnaud nous en dira plus, de celui de Villeurbanne, puisqu'il s'inscrit dans le développement d'un quartier complet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de créer une salle, c'est de créer à côté d'une salle des services, des offres qui vont permettre, indépendamment des matchs de basket, de faire venir les gens et de pouvoir leur faire passer leur soirée, leur journée, même s'ils veulent venir avant les matchs, avec des espaces de loisirs, des espaces de restauration, etc. Donc cette salle, elle va vivre dans un quartier. Ça va être une salle qui sera d'une jauge, d'abord dans un premier temps, je pense, de 8000 places. Et après, si toutes les choses avancent comme c'est prévu, qui peut être portée jusqu'à 10 000 en 2025, donc c'est pas tout de suite. Mais elle n'a d'essence et de réalité économique que parce qu'elle est aussi portée par le développement du quartier d'affaires du Rhenus. C'est-à-dire qu'en fait, la salle va être boostée par la fréquentation du quartier d'affaires, autant qu'elle va booster effectivement les amateurs de basket, puisqu'elle va pouvoir accueillir une jauge bien supérieure à ce qu'elle est actuellement, puisqu'il y a eu pas mal de matchs à guichet complet au Rhenus, et que souvent il y a eu un petit peu un manque à gagner avec l'incapacité de proposer une capacité au-dessus de leur capacité actuelle. Pardon. Yann, Strasbourg, c'est le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, le projet futur le plus avancé, le plus impressionnant? Oui, le plus impressionnant et le plus avancé parce que tout est déjà réfléchi en termes économiques, tout est déjà signé. Voilà, et les travaux commencent cet été, en 2019. Et ce qui est important pour compléter ce que disait très bien Liliane, c'est que je pense que le mouvement de fond qui est en train de se passer tient à un changement de philosophie, c'est-à-dire les clubs français ont toujours échoué à créer une économie en dehors de leurs recettes de billetterie. Et puis je pense que le merchandising, tout ça, tous ceux qui sont allés dans des salles de Jeep Elite ont bien vu que c'est pas toujours facile de trouver un maillot floqué du nom du joueur qu'on aime bien ou toutes ces choses-là, c'est pas une spécialité française. Donc là, il s'agit de créer des économies qui permettront aux clubs d'être moins dépendants en fait de ce qu'ils font leurs recettes aujourd'hui, donc de pouvoir vivre indépendamment et se développer indépendamment, notamment du classement qu'on aura au fil de l'année. On fait une mauvaise saison, on vit quand même parce que le public vient, parce qu'ils pourront faire autre chose, tout simplement. Et c'est ça qui permet aussi de s'affranchir des subventions publiques, puisqu'elles ont toutes tendance à baisser. Donc même si elles sont toujours là et elles sont importantes, comme le dira notamment Alain Béral dans une interview qu'on a réalisée pour un dossier qui paraîtra la semaine prochaine sur ce sujet. Ça nous permet de s'affranchir de ces contraintes-là. À Villeurbanne, Arnaud, en revanche, c'est l'autre projet qui est mené cette fois par Tony Parker. C'est un petit peu plus à l'état de projet, justement. C'est pas, c'est plus à l'ébauche. Ça a été annoncé, et puis de toute façon, il y a un peu une échéance, parce que l'Asvel, comme vous le savez, a obtenu au mois de décembre un billet pour 2 saisons en Euroleague, ce qui est un petit événement, puisque le basket français était privé d'Euroleague depuis 3 saisons. Et l'Asvel a obtenu la possibilité de jouer au moins 2 saisons à partir de 2019 jusqu'en 2021, mais la pérennité en somme de cette place en Euroleague sera totalement suspendue à l'édification d'une grande salle dans la métropole lyonnaise, dans l'agglomération lyonnaise. Donc voilà, c'est vraiment un défi fondamental pour Tony Parker de créer, en effet, de construire sur fond d'ailleurs totalement privé, pour revenir sur ce que disait Yann à l'instant, une salle. Alors il y a actuellement un projet qui donc prend un peu de retard, qui est situé sur Villeurbanne même, à proximité de l'actuelle salle de l'Astrobal, où joue l'Asvel depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce projet est sur Villeurbanne. Il est celui d'une salle de 10 à 12 000 places. La jauge est fixée à ce niveau-là, avec effectivement aussi d'autres possibilités autour, comme évoquait Liliane à travers Strasbourg, peut-être de manière moins ambitieuse, mais avec également des animations potentielles autour pour retenir un peu le public. Voilà, donc ce projet-là est inscrit dans le marbre. Les constructeurs, promoteurs immobiliers qui vont participer, qui vont porter ce projet financièrement, etc., ont été réunis. Tout est normalement en route. Le permis de construire doit être délivré en juin. Il y a un seul problème. La société qui doit construire a
été mise en redressement judiciaire il y a quelques semaines. Et pour le moment, on ne sait pas si cette société va pouvoir poursuivre cette mission-là. Donc il y a un plan B du côté de l'Asvel, c'est ce qu'on dit. Mais il y a surtout un plan C et un plan qui vient de chez Jean-Michel Aulas, qui à la fin du mois de décembre, quelque temps comme par hasard, après l'annonce de l'invitation de l'Euroleague à l'Asvel, juste quelques jours après, a indiqué qu'il aimerait bien lui aussi construire une belle salle de 15 000 places du côté de son grand stade à Dessines, dans la banlieue proche de Lyon également. Donc il y a un petit imbroglio en ce moment entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker. On ne sait pas trop si ils vont s'entendre sur ce sujet, parce qu'évidemment, construire 2 salles de capacité relativement proche avec évidemment une concurrence forcément sur notamment les spectacles, parce que la salle de l'Asvel, de salle de Villeurbanne, elle aura vocation bien sûr à accueillir les matchs de l'Asvel, et il y en aurait à peu près on va dire une quarantaine, allez, grand maximum sur la saison, ce qui n'est pas énorme sur une année. Donc il y a également vocation à bien sûr accueillir des spectacles, et celle de Jean-Michel Aulas aurait elle aussi, selon le président de l'Olympique Lyonnais, vocation à non pas accueillir du sport, mais des spectacles. Donc il va y avoir une concurrence forcément sur le marché des spectacles à Lyon, qui n'est pas extensible à un moment donné. Donc 2 salles, ça paraît complètement irréaliste. Et donc voilà où on en est. Alors on peut penser que forcément il y a un peu de politique derrière tout ça, parce qu'on est à quelques mois maintenant des élections municipales. Il y a forcément des enjeux qui dépassent le simple fait de construire une salle, mais voilà où on en est à Lyon, ou dans l'agglomération lyonnaise en ce moment. La situation est un peu plus compliquée qu'il y a quelques semaines. Et à Paris, Yann, la situation elle est toujours aussi compliquée. On sait que pendant des années, des dizaines d'années, les clubs se battent pour avoir une salle où s'installer, entre Coubertin, qui a été un petit peu rénové pour le hand, là, le Carpentier, qui est actuellement occupé par un club, Paris Basket Avenir, en National 2, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, il y a Bercy. Sinon, il y aura peut-être une salle olympique. Ça avance de ce côté-là. On est sûr d'avoir quelque chose de tangible. On est sûr pour la première fois d'avoir quelque chose de tangible grâce aux 2 mots que tu viens de dire, les Jeux Olympiques, en fait, tout simplement. C'est les Jeux Olympiques qui nous assurent qu'il y aura une arena, puisqu'on en a besoin. Paris en a besoin. Donc, contrairement à ces 20-30 dernières années où finalement il était toujours possible et facile de dire finalement on laisse tomber, on passe à autre chose, on se débrouillera, ou ces sports de salle n'amènent pas assez de monde, il n'y a pas d'économie. Là, on n'a pas le choix. Donc, vous avez bien vu, il y a eu un projet d'abord du côté de l'Accor Hotel Arena, qui devait être un Bercy 2, une espèce de petit frère de l'Accor Hotel Arena, qui n'a pas pu voir le jour pour des raisons locales, notamment liées aux riverains et à la faisabilité de parking et ce genre de choses. Mais immédiatement, il y a eu un plan B, et donc ce sera près de la porte de la Chapelle. Et donc on parle d'une enceinte de 7-8 000 places, celle qui manquait à Paris depuis toujours, puisqu'il n'y a pas de salle de taille intermédiaire, comme on dit. Donc ça avance, et c'est ce qui a permis l'arrivée de riches Américains à la tête du Paris Basket, donc le projet qui espère devenir... le Paris Basketball, qui espère devenir résident de cette future salle dont la sortie, la livraison devrait être autour de 2022-2023, un an. Ce qui est paradoxal, c'est que on évoque les Jeux Olympiques comme levier pour obtenir enfin la construction de cette salle intermédiaire qui manquait tellement à Paris, mais les Jeux Olympiques, le tournoi de basket ne se jouera pas du tout à cette nouvelle salle. C'est ça qui est assez paradoxal, puisque tout se jouera à Bercy, alors que dans cette salle, a priori, j'ai pas les dernières tendances, mais il était question de badminton. Donc voilà, mais effectivement, il manquait un équipement de cette taille-là et de ce niveau-là pour que les Jeux Olympiques, pour que les structures olympiques soient complètes. Au-delà de ces 3 projets, Liliane, il y a aussi un parc de salles en France, d'arénas, de petites arénas de petite taille, autour de 5000 places qui s'est développé. Il y a évidemment Bourg-en-Bresse, il y a l'Azur Arena à Antibes, il y a eu Boulazac un petit peu auparavant. Est-ce que ces salles, quand elles sont construites, quand elles sont pensées, tu les sens inspirées par... Parce que là, on sent bien de ce qu'on est en train de toucher, le modèle NBA, développer une économie autour, de faire en sorte que les résultats, finalement, soient un petit peu anecdotiques, que ça puisse vivre économiquement et que ça ne dépende pas uniquement du sportif.
Est-ce qu'on sent vraiment dans la construction des salles, dans la manière dont elles sont faites, une influence, une inspiration américaine du show à la NBA? Là, écoutez, ça me fait rire la question parce que vous me parlez de l'Azur Arena. J'ai eu 2 expériences à l'Azur Arena avec l'équipe de France féminine et j'ai trouvé cette salle totalement construite de briques et de broc, faite en vitesse avec des matériaux de bas de gamme, pas très étudiés pour le travail des journalistes notamment. Et en me promenant dans cette salle, en discutant avec les employés de cette salle, j'ai appris qu'il y avait plein de trucs qui n'y fonctionnaient pas. Il n'y a pas de climatisation, alors qu'on est quand même dans le sud de la France. J'ai choisi le bon exemple, j'ai l'impression. Il fait 40 degrés en été, il fait 45 dans la salle, et quand vous dites qu'il n'y a pas de climatisation, ah mais non, mais vous comprenez, parce qu'on a construit un puits thermique et il n'a jamais marché. Voilà, bon, ben c'est pas grave, hein, on engage de l'argent dans des salles comme ça. Bref, voilà, bon, je suis un peu assassine sur ce côté-là, parce que c'est quand même un équipement tout neuf, qui a coûté de l'argent, qui a été monté très vite. Alors, pitié, ne construisons pas des salles de briques et de broc comme ça parce qu'il faut tenir un budget, parce qu'il faut aller très vite, parce qu'il faut qu'elles sortent de terre en 3 mois. Voilà, non. Est-ce qu'on pourrait rappeler pour l'anecdote, Liliane, que l'été de son ouverture, l'équipe de France masculine y a joué et qu'il a été posé la question à Tony Parker. Alors, comment trouvez-vous ce nouvel équipement? Sa réponse avait été, oui, enfin, il faut faire des salles de 10 000. En fait, ça sert à rien de faire des salles de 4 000, 5 000. Voilà. Oui, c'est la vision très NBA de Tony Parker et il a des raisons de nourrir cette vision-là. Disons que ça suffit pour la capacité concernant le basket à Antibes, dont on sait aujourd'hui que malheureusement cette équipe a un petit peu des soucis sportifs, c'est bien dommage, mais bon voilà. Après oui, ces salles, il faut les concevoir forcément d'une manière moderne, c'est ce qu'on disait en début de débat. Il faut qu'elles soient modulables pour pouvoir accueillir toutes les nouveautés que les publics du futur vont exiger, c'est-à-dire pouvoir facilement se connecter à Internet à l'intérieur de leur salle, ce qui n'est pas donné partout, puisque vous la connaissez aussi bien que moi, la salle du Mans, Antares, qui a priori est quand même une très belle salle, même si elle est plus toute jeune, mais qui est une salle magnifique, qui est un véritable écrin, oui. Voilà, qui est un véritable écrin, qui est une salle confortable, fonctionnelle, plutôt jolie. Essayez de passer un appel dans Antares, c'est catastrophique, les portables ne passent pas, le Wi-Fi passe très mal, etc. Donc voilà, il faut effectivement que les nouvelles arènes, même si ce ne sont pas des jauges super ambitieuses, à 8 000, 10 000, il faut qu'elles aient toutes ces modalités qui vont leur permettre d'évoluer, d'accueillir la télé, d'accueillir ce qu'on appelle, et dont on va parler tout à l'heure, l'expérience spectateur, c'est-à-dire pouvoir permettre aux spectateurs de se connecter au match, de voir des ralentis, etc. J'en avais parlé avec le président de Strasbourg, Martial Bellon, et il était très très sensibilisé à la chose, et il trouvait que c'était une chose primordiale que d'offrir ce confort-là à ses spectateurs. L'élément aujourd'hui qui est quasi incontournable maintenant, c'est les cubes vidéo, qui sont un élément absolument fondamental. On ne peut plus construire une salle digne de ce nom aujourd'hui sans penser aux cubes vidéo, qui sont des choses aujourd'hui qui sont, on va dire, à la portée un peu de toutes les finances ou de tous les budgets de construction, parce que il y a eu une époque où c'était encore extrêmement cher et très compliqué en Europe pour investir. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont un peu plus économiques, on va dire, moins chères, et ça c'est devenu fondamental parce que l'expérience spectateur, ça passe non seulement par évidemment la connexion Wi-Fi, mais également avec l'interaction entre le public et l'animation. En somme, le show, ça c'est fondamental aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que c'est presque plus important que la qualité de l'équipe qui va jouer, qu'elle soit de basket, de hand ou de volley d'ailleurs, qui va jouer, ou de hockey sur glace, qui va jouer sur le terrain presque, parce que évidemment il faut fidéliser au maximum les spectateurs, il faut créer vraiment un nouveau public quelque part qu'il faut aller chercher, et pour aller le chercher, il faut non seulement un peu de sport, oui c'est important quand même, bien sûr, mais il faut aussi surtout accessoirement donner autre chose, un spectacle qui fait venir les familles, qui fait revenir les gens indépendamment des résultats sportifs. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'Azur Arena, parce que je vous ai vu tous rigoler quand j'ai commencé à énumérer ce qui se passe dans cette salle. Et pour être de manière... Là, c'est beaucoup plus sérieux, parce que ça met en question la sécurité des joueurs. Le parquet de cette salle qui a été livré avec cette salle était dans un état désastreux. Au bout de quelques mois, il était quasi inutilisable. Les lattes gondolaient, se soulevaient, ce qui fait que j'ai vu jouer des matchs sur ce parquet. J'y suis descendu. Les lattes étaient maintenues en L par des larges bandes de scotch, de Chatterton, transparents. Et
et vous allez là-dessus, forcément, ça bloque le pied. Et j'étais hallucinée de voir ça. Et on m'a dit, oui, mais ça fait des mois et des mois que le parquet tient plus, il se lève, il gondole, ça se sépare. Et donc, du coup, en attendant, on le scotche. C'est la masure Arena. Voilà, c'est incroyable de construire des bâtiments comme ça, des salles modernes, ultra modernes, parce que dans sa conception, elle est ultra moderne. Elle est plutôt sympa, c'est une arène, on voit bien le jeu, mais c'est incroyable de construire des salles comme ça en faisant fi de ces priorités-là, quoi. Je veux dire, en allant au moins cher et au plus vite. Il faut quand même être respectueux de ce que va abriter en spectacle ou en sport la salle que vous êtes en train de construire. Voilà, j'arrête avec l'Azur Arena. Yann, on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique. J'aimerais que tu me racontes la différence qu'on peut vivre comme spectateur, ou en l'occurrence comme journaliste, mais quand tu rentres dans une salle NBA, quand tu rentres dans une salle de Jeep Elite. La principale différence, c'est quoi ? C'est une vaste question. Écoutez, lors de mon dernier voyage, j'ai découvert le stade de Sacramento, n'est-ce pas, qui s'appelle la Golden One Center ou quelque chose comme ça, ou la Golden One Arena. Ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, c'est effectivement ce que décrivait Liliane, ce qu'ils ambitionnent de faire à Strasbourg, mais à une autre échelle, évidemment. Et donc, on se balade dans le quartier, et même quand on est à l'extérieur de la salle, on est déjà dans la salle. C'est-à-dire que la salle a été... En fait, la salle est située en dessous de vous, donc vous baladez tout autour de la salle sur des grandes allées. C'est Monaco, quoi. Oui, c'est ça, presque. Ouais. Des allées piétonnes avec énormément d'animations de restaurants, limite des concerts, des shows de DJ, mais en fait, même à l'extérieur de la salle, on a vu sur ce dont parlait Arnaud, le cœur de la salle, le Jumbotron, le fameux cube vidéo. Ceux qui sont aux États-Unis, évidemment, sont gigantesques. Donc de l'extérieur, on voit le jeu sans avoir un billet, sans être dans la salle. Donc c'est tout un univers qui est créé autour de ça. Et alors une fois à l'intérieur, évidemment, ça explose de partout, tous les commerces, les restaurants. Enfin, on sait pas où donner de la tête. Il y a des fanfares qui se baladent dans les allées pour célébrer leur équipe. C'est un autre niveau. Cela dit, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir ce genre de choses, même si c'est à une échelle. Voilà, en Europe toute proche, à nos frontières, en Allemagne, il y a un parc de salles qui est faramineux. On a pu le constater pour ceux qui ont regardé. Jeter un œil de temps à autre au championnat du monde de hand le mois dernier maintenant, puisque c'était en janvier. Il y a eu un passage de l'équipe de France à Berlin, un premier tour à Berlin, un deuxième tour à Cologne et ensuite à Hambourg, la demi-finale. Ces trois salles-là sont des merveilles, aussi avancées, alors peut-être un peu moins, mais Berlin est aussi avancée techniquement que les plus belles salles NBA, quoi. Et à Londres, il y a l'O2 Arena. Effectivement, disait Liliane, qui a accueilli d'ailleurs récemment encore un match de NBA. Bon, voilà, c'est quand même aux portes du pays, et nous en France, on n'a guère que l'accord Hôtel Arena à présenter, alors que l'Allemagne en présente au moins 6 ou 7 de standards. On a la U Arena quand même. Alors la U Arena, mais qui est un cas particulier. Il y a aussi Lille, après tout, le grand stade de Lille, voilà, qui sont des stades de football ou de rugby, des stades couverts qui peuvent se couvrir en tout cas, et qui permettent effectivement d'organiser de temps à autre de grandes manifestations indoor. On l'a vu avec le tennis, etc., ou le basket à la U Arena, ou le basket et le hand également à Lille, mais qui sont pas des stades qui ont vocation à être résidents, à accueillir un club résident, de sport co, quoi. C'est vraiment très événementiel. Voilà. Donc en France, on n'a guère que la Bercy, qui a été rénovée il y a quelques années, pour vraiment être au niveau des standards NBA, par exemple. On parlait d'expérience spectateur. Je me retourne à nouveau vers toi, Yann. Pau, malgré un palais des sports qui date maintenant, qui est quand même l'un des plus grands en France, tente ce genre de choses dans un cadre un petit peu contraint, limité par les moyens techniques. Tu peux réussir à faire des choses vivantes. Absolument, et Pau d'ailleurs c'est un bon exemple, puisque ça reste l'une des plus grandes salles de France en capacité, et eux n'ont pas vocation à tout raser pour construire un palais des sports plus grand, donc ils se tournent vers une rénovation chaque année qui permet de rester dans la course en termes de standards. Donc ils ont refait l'éclairage l'été dernier, donc ça permet juste un meilleur show sur le terrain. On voit mieux, ne serait-ce que pour les photographes, pour ce qui est rendu dans les médias, tout ça joue, donc l'éclairage
l'éclairage, c'est important. Et eux, ils ont aussi axé donc, sur l'expérience spectateur en créant un package qui, a priori, qu'on a eu l'occasion avec Arnaud d'expérimenter la saison dernière. C'est plus, a priori, destiné aux VIP ou aux entreprises qui ont des loges, n'est-ce pas? Mais ça permet d'être au bord terrain, dans des grands fauteuils très confortables. Et là, on est vraiment à 2 mètres de la ligne de touche. Donc, pour y avoir été installé, je peux vous dire qu'on ressent très différemment l'impact physique, le jeu. On est vraiment dans le jeu, réellement. Et même pour un journaliste qui voit des matchs toutes les semaines, ça m'a frappé. C'était très agréable. Et ils ajoutent à ça tout un panel de services et d'expériences, notamment où les joueurs sont impliqués, puisque les joueurs viennent évidemment saluer les gens qui payent ce billet, ce ticket particulier. Et il y a le coach qui vient faire le compte-rendu du match, qui vient expliquer, qui vient faire un débrief, un peu comme il va débriefer ses joueurs dans le vestiaire. Donc c'est assez intéressant. Je pense que ça inspire d'autres clubs. Ça se fait dans pas mal de clubs, ça, maintenant. Et puis c'est finalement quelque chose qui est un peu indépendant de la qualité des salles, entre guillemets, puisque vous pouvez créer... Tu peux pas le faire partout. Non, c'est vrai. Plus compliqué que d'autres. C'est sûr. À Cholet, l'expérience spectateur un petit peu différente. Elle se passe dans un autre cadre. Mais arrêtez avec la Meilleray. Je sais sur quoi tu veux me lancer, mais effectivement, à la Meilleray, qui est une salle qui a aujourd'hui plus de 30 ans, enfin qui n'est même pas une salle, qui est un grand hangar qui a été aménagé en salle de basket. Moi, j'adore y aller d'ailleurs. Et effectivement, il y a une expérience spectateur très particulière. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à la mi-temps ou avant le match aux toilettes et partager vos toilettes avec les joueurs. Voilà. Donc ça, c'est unique en France, je pense. Même si ça m'est arrivé aux États-Unis, figurez-vous, de me retrouver à la mi-temps aux toilettes avec des joueurs. Oui. Alors, c'est très particulier, mais ça peut arriver aux États-Unis aussi. Liliane, si je devais te demander comme ça... Moi ça ne m'arrive pas. Je ne fréquente pas les mêmes toilettes. Liliane, si je devais te demander aujourd'hui, pour toi, quel club se trouve un petit peu en difficulté ou engoncé ou limité par leur outil, par leur salle? Spontanément, tu me citerais qui? Je pense principalement aux salles de la région parisienne et de Paris, où c'est très difficile de pousser les murs à Paris, parce que l'immobilier étant ce qu'il est à Paris, on ne fait pas ce qu'on veut. Je pense que par exemple Nanterre, qui a su améliorer son palais des sports, qui maintenant a porté sa jauge à 3000. Elle l'a multiplié par 2 en fait. Voilà, tout à fait. Je pense que le club de Nanterre aimerait bien pouvoir rajouter 1000 places, 1500 places, et à mon avis, il les remplirait, parce qu'il y a vraiment un public pour cette équipe, mais c'est difficile de pousser les murs, encore une fois, quand on est en agglomération urbaine, dans un endroit où le terrain est cher. C'est pareil à Monaco, d'ailleurs, c'est la même... Monaco, les pauvres. Déjà, quand vous allez à Monaco, il faut trouver la salle. Qui est sous, pour les gens qui ne le savent pas. Qui est au sous-sol du stade Louis II, qui est aussi fréquenté que la salle d'ailleurs. C'est quand même pas la foule à Monaco. Ce sont les mêmes, Liliane, il monte et il descend. L'ascenseur. Donc c'est compliqué pour ces salles-là, effectivement, d'agrandir leurs murs. Je dirais que paradoxalement, c'est en province qu'on a le plus d'opportunités de faire des projets d'agrandissement. Bourg-en-Bresse l'a bien montré, Boulazac l'a bien montré. Alors tout le monde rigole en disant Boulazac, Bourg-en-Bresse, ouais, mais ils ont des vraies salles avec des capacités d'accueil, avec de la modernité, des jeux de laser, des possibilités d'offrir un spectacle, voire des expériences connectées. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter l'Equinox, mais dans ces villes-là, c'est le basket. C'est la salle de spectacle. Voilà, c'est ça, c'est le spectacle de la semaine, quoi. C'est le match de basket dans des belles salles à la mesure de la ville, on va dire, en termes de capacité, parce que c'est pas des salles de 10 000 places non plus. Boulazac, c'est la grande banlieue de Périgueux. Je pense que la salle fait un petit 5 000 à peine. C'est ça. Bourg-en-Bresse, c'est 4 000. C'est un peu petit, oui. C'est même pas 3 000, oui. 3 005. Et on sait que dès le départ, ils ont constaté qu'elle avait été vue trop petite, et maintenant effectivement, c'est compliqué de rajouter des tribunes. Donc c'est effectivement probablement plus facile dans ces territoires-là où le basket est un élément important, incontournable de la vie locale, sur le plan culturel tout simplement. C'est probablement plus facile d'obtenir les financements pour bâtir des salles. Néanmoins, regardez l'exemple du Portel. Le Portel est parti, quand il a fait sa magnifique ascension pour arriver jusqu'en J-Elite, il jouait dans une salle de 900
900 places, qui était absolument ridicule, effectivement. Avec un gymnase, voilà. Un mauvais gymnase. C'est pas un gros mot, mais c'était effectivement un gymnase. Et ils sont passés aujourd'hui au Chaudron, qui est une salle ultra moderne, 3500 places. Bon, il y a encore des petites choses à finir, mais c'est une salle qui vit, qui est tout le temps remplie. Il y a une atmosphère incroyable. Il y a une atmosphère incroyable et ils ont réussi. C'est le Portel, quoi. C'est à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est quand même pas, voilà, c'est pas la région la plus riche de France, mais ils ont réussi à faire porter ce projet de salle et à le concrétiser. Je pense qu'il faut peut-être aussi dire quand même que la Ligue nationale de basket a mis en place quand même un certain nombre d'initiatives ces dernières années qui ont permis au parc de salles du championnat de France, qui a longtemps été jugé extrêmement obsolète, à raison, hein, souvent, qui a été même jugé ringard à un moment donné, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que dans la très large majorité des clubs de Jeep Elite, on a des équipements qui sont décents, qui sont dignes du professionnalisme de 2019, de la modernité, etc. Alors, il reste quelques exceptions, probablement, qui ne sont pas encore vraiment au niveau. Je pense à Chalon-Reims, je pense à Dijon, à Gravelines. Il y en a encore 4 ou 5, peut-être sur la Meilleray à Cholet, etc., sur les 18 clubs. Mais il y a eu un vrai progrès de fait ces dernières années, c'est incontestable. Alors c'est pas parfait, puis c'est vrai qu'on peut pas non plus, en claquant des doigts, simplement décréter qu'il faut bâtir une salle ou la moderniser. Mais il y a eu une progression, une amélioration. Moi, j'aimerais que vous me parliez d'un club avant de conclure et de vous demander à chacun votre top 3, votre flop 3, d'un club dont on n'a pas du tout parlé, d'une salle dont on n'a pas du tout parlé, Beaublanc, Limoges. Parce qu'elle sera dans le top 3. Oui, voilà, parce qu'elle sera dans notre top 3, tous les 3 d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Oui, parce que c'est une évidence, en fait, Beaublanc. Alors, elle est née en 1981, je crois. C'est Beaublanc, ça. Et alors, elle a quand même beaucoup vieilli. Et pourtant, avec ses trucs, son toit en bois, cette structure, elle a une vie, elle a une âme. Évidemment, il y a aussi les Ultra Green et tout le public qui lui donne de la vie chaque week-end et qui en font l'un des lieux historiques et encore aujourd'hui les plus intéressants à partager, à vivre en fait, comme ambiance. Ouais, j'aime bien la notion que Yann vient de soulever, la notion de ces salles qui ont une âme, parce que c'est bien les grandes arènes ultramodernes, mais quand vous discutez, par exemple, quand je parle de NBA avec des fanas de NBA, des fans de Chicago, donc le United Center, ouais, c'est top et tout ça, machin, mais t'as connu le Chicago Stadium? Et je leur dis oui, j'ai fait des finales NBA au Chicago Stadium. Et là, les gens sont décomposés, ils disent tu as connu ça? Il paraît que c'était terrible, c'était une ambiance de feu et tout ça, mais le Chicago Stadium, c'était le manoir de l'horreur. Pour qui descendait dans les sous-sols, c'était le manoir de l'horreur. Vous aviez l'impression de vous faire égorger au prochain tournant. Il y avait que des câbles qui pendouillaient dans le noir, on trébuchait dans le noir, etc. Il y avait des rats dans les vestiaires. Non mais c'est vrai, voilà. Oui. Et cette salle, elle était mythique. Un peu comme le Boston Garden Exactement, à Boston, qui est aussi une salle totalement mythique, qui a été non pas totalement détruite, mais on a rebâti un nouveau Garden par-dessus, mais qui n'égalera, même si elle est très très sympa, qui n'égalera jamais effectivement les vibrations qu'il pouvait y avoir et l'histoire qu'il y avait dans le Boston Garden, qui fut le théâtre évidemment de tous les titres des grands Boston Celtics des années 60-70. C'est pour ça que Beaublanc a un côté sacré, je trouve. Et ce côté, effectivement, il y a quelque chose qui y vit. Et donc, on ne peut pas détruire ça impunément. C'est un théâtre, quoi. Voilà, tout à fait. Un théâtre qu'on peut agrandir, qu'on pourrait agrandir, qu'on pourra agrandir. C'est un serpent de mer. Et donc, le dernier projet en date, vous savez que tout a été bloqué à Limoges à cause de la construction du stade de rugby juste à côté du Palais des Sports de Beaublanc, qui a eu des problèmes de construction et que ça a coûté très très cher à la municipalité. Et donc ça a repoussé d'année en année l'éventualité d'un agrandissement de Beaublanc ou de la construction d'une nouvelle salle. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles ces derniers mois, la municipalité se serait mise d'accord pour essayer d'agrandir Beaublanc, en tout cas d'étudier comment faire quelque chose. Donc il faut peut-être casser des choses à l'intérieur, casser les vestiaires, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc ils vont sans doute construire une salle annexe qui permettrait de délocaliser, de sortir des choses de Beaublanc aujourd'hui pour essayer de pousser un petit peu les murs. Mais on ne va pas gagner 2000 sièges là-dedans. Ça ne va pas devenir une salle à 10 000, oui. On va au moins la moderniser déjà. Bon, merci à tous pour ce panorama complet. Avant de nous quitter, bien évidemment, le fameux top 3, flop 3, très attendu, des salles de France, lesquelles vous recommandez, lesquelles vous ne recommandez pas trop.
Qu'est-ce qui se lance au premier? Arnaud, t'as l'air chaud bouillant là, je te vois à main droite. Les trois salles dans lesquelles je préfère aller, je dirais sans ordre de préférence, mais bon, voilà, Beaublanc, on vient d'en parler, pour son histoire, sa ferveur, son ambiance, enfin bref, pour tout, pour son âme, bien sûr. J'aime beaucoup le Colisée à Chalon-sur-Saône, parce que je trouve que là aussi, il y a une âme, il y a quelque chose, une ferveur, c'est basket, voilà. On arrive là, on sait qu'il y a un club de basket là, voilà, c'est pas une salle neutre. Et puis, l'Astrobal, que j'ai toujours beaucoup aimé aussi pour sa structure en arène, aussi plongeante, très basket, très italienne dans sa construction. Et puis, pareil, on sent qu'on est quelque part dans un endroit qui a connu beaucoup de choses. Voilà pour mon top 3. Et celle quand tu râles ou quand je dis il faut y aller? Je suis pas allé souvent à Reims ces dernières années, mais ce que j'en vois à la télévision me donne absolument pas envie d'y aller. Dijon, ça devient vraiment un peu obsolète. Il y a un projet d'ailleurs, je crois. Plus du tout au goût du jour, mais dans ces deux villes, il y a des projets, donc tant mieux pour eux et on est ravis. Et troisième salle où j'aime pas trop aller, j'aime bien aller à Monaco, et pourtant la salle est pas terrible, mais j'aime bien aller à Monaco quand même. Mais j'ai pas souvent l'autorisation d'ailleurs. Et troisième salle, je suis pas fan de Nanterre. J'aime pas trop aller dans cette salle de Nanterre. Je trouve qu'elle manque, même s'il y a une belle ambiance, je trouve qu'elle manque un petit peu de. C'est pas très joli. Voilà, ça manque un peu de classe. Liliane? Moi, je suis assez d'accord avec Arnaud sur le début du top 3. Beaublanc, c'est l'endroit où on est toujours heureux d'aller s'immerger dans une ambiance basket. Et je connais Beaublanc depuis maintenant une trentaine d'années et le plaisir est toujours le même. Pareil, je suis très impressionnée par le Colisée à Chalon, qui est une belle arène. Déjà, c'est une belle salle, elle est fonctionnelle, elle est accueillante, elle est plutôt jolie, sauf de l'extérieur. Je trouve son côté blocos à l'extérieur est pas très esthétique. Par contre, c'est une très belle salle à l'intérieur et surtout il y a une très bonne ambiance, il y a un vrai public, il y a un vrai public connaisseur de basket et très 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 chaud, donc c'est bouillant. Et moi j'aime beaucoup Nanterre, par contre, j'aime beaucoup Nanterre, même si c'est vrai qu'avec son mur en trompe-l'œil et ses 3000 places, bon, je trouve que la rénovation qui a redonné un étage et qui permet de rentrer 3000 personnes, c'est plutôt agréable. C'est une salle où c'est bouillant, où il y a un vrai public, il y a une vraie communion avec l'équipe. Et d'ailleurs, on est très près du terrain. C'est une salle où effectivement les gens qui sont assis au premier rang sont à 3 mètres du terrain, donc il n'y en a plus beaucoup des comme ça, où beaucoup de salles modernes éloignent le public du terrain. L'Astrobal, moi je trouve ça mort au niveau ambiance, je suis désolée, il n'y a que des loges au bord, ça bouge pas, ça manque encore d'un vrai public, d'une vraie chaleur. C'est pas la Maison des Sports de Villeurbanne, où là effectivement c'était une autre musique. Après, voilà, j'en ai donné 3. Dans le flop 3, alors évidemment il y a Monaco, parce que ici passe rien. Voilà, alors c'est déjà, faut trouver la salle, elle est tristoune, elle est au sous-sol du stade de foot, il n'y a pas grand monde, elle n'est pas exceptionnelle visuellement, esthétiquement, bref voilà, puis il n'y a jamais personne, ici passe pas grand-chose. Reims, comme dit Arnaud, ça donne pas trop envie, effectivement, voilà, on n'a pas envie de vibrer, et j'ai du mal avec la salle de Levallois. Voilà, non pas parce qu'il y a toujours Monsieur Balkany au premier rang, ça c'est autre chose, mais parce que c'est une salle qui est compartimentée. Je trouve qu'on n'y circule pas bien, elle est très compartimentée. Enfin, il y a quelque chose que voilà, j'ai du mal avec cette salle. Voilà. Profitons-en, puisqu'on l'a pas dit, pour rappeler que Levallois est toujours proche de Boulogne, oui, pour un projet de salle. Voilà, pour un projet de salle a priori de 4-5 000 places à l'horizon 2022-23. Bien joué, mais ça t'exonère pas de ta réponse. Vas-y. Non, mais le problème, c'est que je vais un peu aller dans le même sens que mes camarades. Moi, j'ai une petite affection pour l'Asvel parce que j'aime bien le côté hybride qu'ont réussi à créer les nouveaux dirigeants, c'est-à-dire Parker, Gaëtan Muller, Tony Parker. Je trouve qu'ils ont réussi à instiller une petite touche américaine, justement, avec tout ce qu'ils font en termes d'animation, le speaker et l'esprit qu'ils mettent dedans. Il y a on en parlait avec Arnaud avant le podcast, dans les couloirs de l'Asvel, il y a notamment une sorte de musée, en fait, comme ils font une fresque. Voilà, une fresque comme ils font aux États-Unis, toujours avec des photos, des maillots qui reprennent toute l'histoire du club, les grands joueurs du club, les titres. Et ça donne du cachet à ce qu'ils font. J'adore également aussi le Colisée, où j'ai notamment le souvenir de la dernière finale qui était absolument dingue contre Strasbourg. J'ai rarement vu une telle ambiance comme ça
dans l'élite française de basket. Et Limoges, évidemment, ça va sans dire. Et pour les flops, je ne peux qu'aller dans le sens de mes camarades quand on parle de Dijon, dans l'espoir et l'attente qu'on voit bientôt une salle digne de ce nom. Et ça a l'air d'en prendre la route grâce au président Thierry Degors notamment. Reims, je n'y suis jamais allé, donc peut-être qu'il est temps. C'est un message. Voilà, je pense qu'il faut se dépêcher avant également leur nouvelle salle. Et Monaco, pour y avoir passé pas mal de temps, effectivement, c'est morne pleine, c'est sombre. Et surtout, ils sont dans une impasse, puisque eux aimeraient aussi faire une nouvelle salle, mais c'est très compliqué dans un bassin de population aussi faible, n'est-ce pas, avec la proximité aussi de l'Azur Arena à Antibes, parce qu'on pourrait aller de ce côté-là, et puis il n'y a pas d'endroit où construire. Ah, c'est ça, ça manque un peu de place, voilà, juste de la place. Le terrain est très restreint. Donc ça ressemble, c'est compliqué pour nos amis monégasques. Merci à tous les trois, il va être l'heure de nous quitter. Un dossier à retrouver vraisemblablement la semaine prochaine dans les colonnes de l'équipe, un dossier complet avec un éclairage assez profond sur Villeurbanne. Moi, il est temps de vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau Time Out. Bye bye.